Votre magazine est préparé en partenariat avec l'Institut de recherche pour le développement. Bonjour et bienvenue dans l'émission Au cœur des sciences. Aujourd'hui, on va vous parler des biotechnologies bleues et en particulier de l'exploitation des bactéries marines, ces organismes qui intéressent de plus en plus la recherche et l'industrie pour produire des nouvelles molécules. On a installé notre studio mobile ici, dans le laboratoire de Biotecal, une start-up spécialisée dans les biotechnologies. Son fondateur a justement trouvé une bactérie dans le lagon calédonien qui intéresse l'industrie cosmétique. On va vous montrer comment cette bactérie produit un ingrédient phare d'une crème de visage. On va aussi s'intéresser aux questions que pose l'exploitation des ressources génétiques. Mais d'abord, on va retrouver notre invité pour qu'il nous parle de sa découverte. Eleftherios Chalkadakis, bonjour. Bonjour à vous. Merci de nous accueillir dans votre start-up Biotecal, une start-up spécialisée dans le domaine des biotechnologies. Alors vous venez juste d'emménager, ça sent le neuf, il y a des cartons partout. Alors vous êtes chercheur, fondateur de Biotecal et vous faites de la bioprospection en bactéries marines, c'est-à-dire que vous cherchez des bactéries capables de produire des molécules qui vont intéresser l'industrie. Pourquoi est-ce que l'industrie et la recherche s'intéressent aux bactéries? Je vais en revenir d'abord sur ce que sont les biotechnologies. C'est l'assemblage du vivant et de la technologie. C'est-à-dire que les deux fusionnés, on arrive à générer quelque chose de nouveau. Donc nous, on travaille sur les micro-organismes marins et on leur fait produire des molécules. Les micro-organismes, les bactéries, c'est des micro-organismes? Les bactéries sont des micro-organismes. C'est un terme générique pour englober tout ce qui est l'ordre du microscopique. Donc oui. Et alors, je vous laisse continuer. Du coup, pourquoi est-ce que les bactéries, donc c'est des organismes unicellulaires, c'est ça, sont intéressants intéressent la recherche et l'industrie? Quelles sont leurs propriétés? D'un point de vue industriel, elles ont des propriétés vraiment très intéressantes, notamment en termes de production. Ce sont des organismes vraiment très petits, beaucoup plus petits que les cellules que l'on dit eucaryotes pour les êtres humains par exemple, et ont la capacité de se développer beaucoup plus vite. C'est-à-dire que là où une cellule, typiquement une cellule humaine, va mettre 3 jours pour se diviser, se reproduire, elles le font en 20 minutes. Donc c'est pour vous dire à quel point ça peut aller vite. Donc là, la vitesse de production est un critère important. Et aussi, ce sont des organismes spécialisés. Ils ont la capacité de produire différentes molécules et vu qu'il en existe tellement, on a un potentiel vraiment énorme en termes de production en biotechnologie. Est-ce qu'il y a une molécule emblématique qui a été trouvée par exemple dans le cadre de la médecine ou qui a été produite par une bactérie parce que cette bactérie avait des propriétés très particulières? J'allais dire des molécules emblématiques, il y en a tellement que par où commencer? J'allais vous dire typiquement les antibiotiques, la pénicilline, c'est la trouvaille la plus, je pense la plus marquante de notre, ça a créé toute une révolution pour l'espérance de vie des êtres humains. Donc voilà, s'il y en avait un que je devais retenir, là en l'occurrence ce sera la pénicilline. Alors vous faites de la bioprospection dans le lagon calédonien. Pourquoi est-ce que ici le lagon recèle des bactéries particulièrement intéressantes? Je ne vais pas vous donner vraiment de scoop en vous disant qu'on a quand même une richesse naturelle qui est assez énorme en Nouvelle-Calédonie. On a la plus grande barrière, on a le plus grand lagon du monde, on a vraiment une grande diversité de macro-organismes, d'organismes visibles. Et à ces organismes visibles, on retrouve tout le temps des symbioses avec quelque chose de beaucoup plus petit. Donc de ce point de vue-là, on a une richesse relativement énorme en Calédonie et pour l'instant assez inexploitée. Donc beaucoup de bactéries. Alors j'ai une question que je ne vous ai pas posée, mais c'est vrai que quand on pense à bactéries, on pense plutôt à quelque chose de contagieux, de pathogène. Est-ce que c'est pas dangereux de faire de la recherche sur les bactéries et de les faire produire? Dangereux, non. À partir du moment où on sait ce que l'on fait, rien de dangereux. Maintenant, je vais essayer d'enlever de l'esprit des gens cette idée que les bactéries sont quelque chose de dangereux. Typiquement, je pense que
pas loin de 80% de ce que l'on mange a été transformé par des bactéries. Et nous-mêmes, nous sommes des grands incubateurs de bactéries. Typiquement, dans votre organisme, vous contenez plus de cellules bactériennes que de cellules humaines. Donc, on est rassuré. Et alors vous, votre découverte, c'est justement une bactérie qui produit des polymères, c'est-à-dire des grosses molécules qui sont intéressantes pour l'industrie cosmétique. Où est-ce que vous l'avez trouvée, cette bactérie ? Cette bactérie, on est allé prospecter plusieurs endroits. On s'est rendu sur plusieurs endroits, notamment le long des plages, dans ce qu'on appelle des milieux intertidaux, entre la mer et la terre. Et là, en l'occurrence, pour cette souche-là, nous sommes allés sur le récif et on a fait quelques petits prélèvements. Et suite à ces prélèvements-là, il y a tout un protocole que l'on déroule pour isoler une souche et voir si elle a du potentiel en biotechnologie. Donc c'est une bactérie que vous avez trouvée dans le lagon Sud, je crois. Oui, tout à fait. Maintenant, on va voir en images comment, à partir de cette découverte, on peut produire des ingrédients pour l'industrie cosmétique, enfin en particulier pour produire une crème hydratante grâce à un reportage de Lou Lurde. Donc c'est dans ce congélateur-là qu'on a notre banque de bactéries. Donc c'est ici que se trouve la richesse de notre structure. Donc là, il y a les échantillons qui appartiennent à notre société. Donc on a une collection de plus de 300 échantillons bactériens. Et là-dedans se trouvent toutes les souches que l'on a isolées en province sud. Donc je vais les amener dans le laboratoire pour les mettre en culture et après produire nos molécules. Là voilà notre collection. Elles sont complètement congelées. Donc elles sont congelées à -80. Ici elles sont en dormance. Et c'est cette collection-là, cette souche-là que l'on va mettre en culture sur ce milieu qui va la sortir de la dormance. Cette souche qu'on utilise, elle a montré un gros potentiel de production. On obtient plusieurs grammes par litre. Par rapport à ce qu'il existe dans la nature, les bactéries sont les organismes les plus productifs. Et c'est là tout l'intérêt de notre start-up, c'est qu'on utilise ces organismes-là qui produisent énormément et qui produisent des molécules réellement uniques. Par la suite, on la met à une bonne température pour qu'elle puisse se réveiller et croître. Et on attend 24 heures pour voir le résultat. Donc, voici notre souche après 24 heures de culture. Cette souche-là, on l'a isolée de récifs coralliens et on l'a étudiée pour ses propriétés à produire des molécules d'intérêt qui peuvent être valorisées entre autres dans le secteur cosmétique. Là maintenant, je vais la faire passer en culture liquide. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais prélever ce qu'on appelle des colonies isolées, donc une ou deux, et je vais la mettre dans ce milieu de culture liquide. Et c'est dans ce milieu-là qu'elle va commencer à produire ces molécules qui peuvent être valorisées dans la cosmétique. En tout et pour tout, cette étude-là a duré pas loin de 6 ans avant d'arriver à ce produit fini en cosmétique. Là, on a notre souche, donc la souche qu'on a isolée des milieux coralliens et qu'on a mis en culture. On va la mettre dans cet appareil qui a une température bien précise et une agitation pour la faire pousser dans les meilleures conditions. On a sélectionné cette souche-là pour des raisons assez simples. On s'est rendu compte que c'était une des souches de notre collection qui produisait le plus de molécules. Et tout l'intérêt pour nous maintenant, c'est de la mettre en culture de manière optimale pour après obtenir nos molécules et les analyser. Et ces molécules-là sont tellement complexes qu'on ne peut pas les produire chimiquement. Elles peuvent être produites uniquement par le vivant, par ces souches-là qui sont uniques au monde. Voilà le résultat après 24 heures de culture. On peut voir que comparativement à avant,
le milieu est plus chargé, il est trouble, on n'arrive plus à voir au travers. Là, on est dans les meilleures conditions, les bactéries sont en train de se développer et on va les amener sur ce que l'on appelle un fermenteur, donc une verrerie beaucoup plus grande, pour produire beaucoup plus largement. Donc là, on est davantage sur des volumes de 8 à 10 litres. Et ça, on va le faire à l'UNC. Ici, on travaille avec un outil à plus gros volume. Donc on va faire une production de cette souche-là sur laquelle on avait travaillé juste avant. Et maintenant, on la met sur un volume de culture un peu différent pour stimuler sa croissance. Donc on est clairement sur un outil de biotechnologie. On utilise vraiment un outil qui est complètement autonome, qui gère l'agitation, la température et l'oxygénation pour après promouvoir la production de notre molécule d'intérêt. Et c'est sur ce type d'outil que l'on se place pour mettre en place cette production-là, tout en sachant que les industries ont ce même type d'outil, mais à une échelle beaucoup plus grande. Après cette étape, on a une étape de purification du produit, c'est-à-dire que dans l'ensemble, on aura des bactéries et également la molécule qu'elles ont produite. Et tout notre savoir-faire, c'est d'arriver à les séparer et petit à petit à obtenir un produit pur que l'on va pouvoir par la suite fournir à notre client. Là, on est revenu de l'université, on a purifié nos échantillons. Maintenant, il reste encore un peu d'eau, donc on a formé ces glaçons-là et on va le disposer dans cet appareil qui va retirer toute l'eau qui est présente jusqu'à ce que l'on puisse obtenir un échantillon sec qu'on va pouvoir conserver dans le temps. Voilà, on le met sous cloche et l'appareil va nous retirer toute l'eau qu'il y a dedans. Pour retirer toute l'eau des échantillons ici, il faut bien compter 3 jours à 4 jours pour qu'il soit entièrement sec. Et à partir de là, l'échantillon peut être conservé pendant des années. Le produit en tant que tel est pas stable, donc on ne peut pas le conserver. C'est une fois qu'il sera séché et stabilisé que l'on peut le délivrer à notre client, où on lui donne une quantité bien précise, un grammage bien précis d'une molécule complètement pure. Et c'est à partir de là qu'il va l'utiliser dans son procédé pour produire une crème. Pour produire une crème, notamment dans ce cas-là, une crème qui a des propriétés antirides. Donc voilà le Lagoon Science, crème antiride révolutionnaire à base d'EPS, exopolysaccharides du lagon de Nouvelle-Calédonie. Je vais vous montrer ce que ça donne. Un petit gel crème fluide qu'on applique sur une peau propre. On étale bien, on émulsionne. Comme ça, c'est complètement fondant, c'est légèrement velouté. Et on laisse sécher doucement. Les molécules actives vont pénétrer les couches supérieures de l'épiderme. Et petit à petit, il va y avoir un effet de séchage et la peau va se lisser naturellement. Et l'intérêt de cet EPS, c'est qu'il va faire comme un effet de seconde peau. Mais c'est une seconde peau qui va être intelligente, qui va laisser respirer la peau, qui va lui garder par contre son hydratation, qui va avoir un effet de protection par rapport aux polluants, aux bactéries, etc. Parce que cette fameuse molécule issue du lagon, à l'origine, elle a été conçue pour protéger le micro-organisme dans l'environnement agressif de l'eau marine. Cette molécule protectrice est intelligente, un peu comme une matrice, elle va nous servir, nous, au niveau de la peau, pour justement renforcer les propriétés protectrices de la peau. On suppose que la molécule nous permet aussi d'amener plus loin et pendant plus longtemps
des principes actifs comme les vitamines par exemple. Donc là aussi, il y a quelque chose d'assez intéressant en dermatologie. Et puis, effectivement, ce qui a fait surtout le buzz, c'est une molécule calédonienne. Les Calédoniens ont été les premiers à pouvoir en bénéficier. En l'état actuel, forcément, la molécule, elle est hors de prix, donc on ne pourrait pas effectivement faire un produit vendable sur le marché. Donc là, on a pu faire quelques flacons pour les Calédoniens, mais effectivement, ils ne payent pas cette molécule, ils ne payent même pas la recherche d'ailleurs. Ce serait inabordable. Le travail de Biotécal et de Botanique, c'est aussi de voir dans quelle mesure on peut continuer à investir pour trouver un moyen de fabriquer cette molécule à plus grande échelle et à un coût abordable. Mais ça reste quand même une molécule qui sera de toute façon extrêmement chère, mais elle est utilisée aussi en faible quantité dans les produits parce qu'elle a une très forte puissance. On n'a pas besoin de surdoser non plus. On est de retour dans votre start-up. On vous a vu dans le reportage dans les laboratoires de l'IRD et de l'université. Est-ce que le laboratoire qui est là à côté de nous, ça va être à terme là que vous allez produire une partie des molécules intéressantes? La plus-value de notre société, c'est de miser d'une part sur la collection et d'autre part sur notre savoir-faire. Donc il y a évidemment des parties qui doivent rester notre savoir-faire, donc que l'on va faire ici. Mais toute la dynamique de notre société, c'est d'être en partenariat étroit avec la recherche académique. Donc c'est de là que l'on puise aussi une grande partie de notre inspiration qui nous permettent par la suite de développer d'autres molécules. Alors justement, comment est-ce qu'on trouve une molécule intéressante? C'est le hasard d'un prélèvement? C'est un ensemble de facteurs. Oui, il y a une part de chance. Mais quelque part, on essaye de minimiser cette partie aléatoire. On a développé des protocoles qui nous permettent de cribler, de sélectionner des souches qui ont un gros potentiel en biotechnologie. Donc pour ça, on peut faire de la microbiologie ou de la biologie moléculaire. Il y a plein de manières de faire. Mais alors, c'est-à-dire que, bon, par exemple, là, vous avez une souche de bactéries, vous la faites produire, mais pour savoir si ce qu'elle produit va être intéressant, vous faites comment? Ok, là je dirais que c'est vraiment du hasard. En fait, dans notre logique, vu qu'on est dans une démarche industrielle, on regarde d'abord quel est l'organisme qui peut nous produire le plus. Ça, c'est la première étape. Ensuite, on produit. On obtient nos molécules. À partir de ces molécules-là, on réalise une analyse. On regarde, en fonction de la composition chimique, vers quel secteur on pourrait se diriger. Ça nous donne les premiers éléments. C'est-à-dire que finalement, c'est comme si vous aviez un catalogue de molécules et vous dites, tiens, la cosmétique, il y a ces molécules-là qui les intéressent, je vais voir si mes bactéries, elles produisent ces molécules, et hop, s'il y en a une qui colle, vous vous dites, bah, parfait. Ouais, c'est partiellement comme ça qu'on fait, ouais. On a un catalogue de molécules, et après, on les teste. On les teste, on regarde qu'est-ce qui peut aller dans tel secteur-là, qu'est-ce qui peut aller dans l'autre secteur. Et c'est comme ça qu'on réalise nos études. Et donc c'est vous qui testez et l'efficacité et aussi le fait qu'après elle ne soit pas dangereuse pour une utilisation. J'allais dire, ça c'est un travail d'équipe. Nous, on réalise tout ce qui est préliminaire et abordable ici. Maintenant, il y a des domaines qui ne sont pas du tout notre cœur de métier. Typiquement, une analyse clinique. Si vous trouvez une molécule pour un médicament, là il faut travailler avec des universités ou un laboratoire pharmaceutique. Mais là, par exemple, la molécule que vous avez développée, vous aviez vu qu'elle était intéressante parce qu'elle correspondait à une molécule qui existe déjà? Oui, elle avait des ressemblances chimiques avec des molécules qui existent déjà. Et c'est sur cette base-là qu'on s'est dit, on va aller les tester en clinique pour voir s'il n'y a pas de réaction allergène pour après les utilisateurs. Et une fois cette étape-là validée, on peut la fournir à notre partenaire qui va développer un produit cosmétique. Alors dans le reportage, on voit que vous avez des collections de bactéries. Vous avez isolé combien de bactéries en fait, depuis le début de En tout et pour tout, on a généré une collection de 300 souches, donc potentiellement 300 molécules différentes. Et aujourd'hui, vous ne savez pas encore à quoi elles seront utilisées? Non, c'est trop, on est trop en amont pour ça. On a des très bonnes pistes pour 5 ou 6 molécules, mais après ce sera tout le travail qu'on devra faire par la suite. Et c'est là-dessus où notre société se démarque des autres, c'est-à-dire qu'on va aller sur le terrain, on va générer une collection avec des petits prélèvements qu'on aura fait,
Et c'est sur cette base-là qu'après on va pouvoir créer une infinité de molécules, enfin en termes de quantité. Et donc on voit bien hein, l'intérêt des bactéries du lagon pour les biotechnologies bleues. Du coup maintenant on va voir les perspectives qu'offrent justement pour la recherche ces bactéries. C'est vrai qu'il y a beaucoup de résultats scientifiques ces dernières années sur les bactéries. Je vais en citer quelques-uns. En début d'année, un chimiste français qui a réussi à faire produire du bioplastique par des bactéries marines nourries aux déchets industriels. Il y a des chercheurs britanniques qui ont fait produire des biocarburants à des bactéries Escherichia coli, qui sont donc ces bactéries intestinales connues pour causer des gastro-entérites. On a parlé au début de l'émission des découvertes en médecine emblématiques comme la pénicilline, mais il y a eu aussi depuis pas mal d'utilisation des bactéries dans le secteur médical. Il y a même un scientifique russe qui s'est inoculé une bactérie préhistorique dans l'espoir d'y puiser le secret de la longévité. Qu'est-ce que ça vous inspire, toute cette recherche, ces trouvailles, mais aussi ces espoirs dans les biotechnologies? Ce que ça m'inspire, en fait, les laboratoires auxquels vous faites référence font souvent appel à de la transformation génétique. Et nous, ce n'est pas du tout notre cœur de métier. On a vraiment vocation à s'inspirer de ce qu'est capable de faire la nature pour après en isoler le meilleur, j'allais dire. Nous, en tant que tel, on utilise une propriété naturelle des bactéries qui est de produire certaines molécules et par la suite, on arrive à trouver des débouchés. Oui, peut-être pour bien préciser pour les téléspectateurs, c'est-à-dire qu'on l'a vu dans le reportage, pour bien faire produire une bactérie, vous le mettez dans les meilleures conditions pour elle, pour qu'elle produise naturellement la substance qu'elle doit produire. Et c'est vrai qu'il y a des laboratoires qui transforment les bactéries en transformant leur génome pour les amener à produire ce qu'on veut. Et c'est effectivement pas ce que vous faites. Et du coup, il y a par contre la même idée qui est de faire des micro-usines enfin transformer finalement des bactéries en micro-usines. On voit dans le reportage que finalement ça reste des petits volumes avec des coûts très élevés. Le cosmétologue le dit bien, hein, c'est pas viable encore économiquement. Est-ce que finalement ces trouvailles aujourd'hui, ça reste destiné à l'industrie pharmaceutique ou cosmétologique de luxe, qui sont les seules industries qui peuvent valoriser des petits volumes au prix fort? En tant que tel, ce qui est dérangeant, et pour l'instant on n'arrive pas à le faire localement parce qu'on n'a pas les outils pour le faire. Moi je travaille sur des petits volumes, donc forcément ça coûte beaucoup plus cher pour avoir une plus grande quantité. Mais en tant que tel, si on utilise un outil plus grand, on est capable de diminuer le coût de production. Et c'est là tout le challenge que l'on a à l'heure actuelle, c'est de trouver des prestataires qui sont capables de faire ce type de travail. Et il y a déjà des usines à bactéries aujourd'hui qui existent et qui font produire les bactéries, oui. C'est des choses qui existent. Ah oui, il y a des grands industriels qui font ça très très bien. Et donc vous allez, là l'idée c'est que vous allez bientôt travailler avec des grands laboratoires, enfin vous espérez en tout cas séduire des laboratoires. Comment ça se passe? Comment vous protégez vos trouvailles parce que vous êtes avec des poids lourds de l'industrie? En fait, on a un avantage ici, c'est-à-dire que notre trouvaille, oui, doit être protégée, notamment par le brevet. On a aussi un brevet, c'est-à-dire que là, qu'est-ce que vous protégez? On protège en fait l'application de la molécule, c'est-à-dire que le vivant ne se brevette pas, donc on ne brevette pas une bactérie, mais on peut breveter la molécule qu'elle produit pour une application bien déterminée. Là, en l'occurrence, quand on décidera de breveter la molécule que l'on a utilisée, on va la breveter pour une application, notamment une application pour des effets lissants et hydratants. Alors là, on parle effectivement de bioprospection. La bioprospection est aussi tristement célèbre à cause de laboratoires publics et privés qui ont été accusés de biopiraterie, c'est-à-dire qu'on leur reproche d'avoir privatisé le vivant. Alors il y a un cadre international, aujourd'hui un protocole qu'on appelle le protocole de Nagoya qui est rentré en vigueur en 2014 et qui encadre en fait justement l'exploitation des ressources génétiques. En Nouvelle-Calédonie, la province sud a donné aussi un cadre juridique justement pour l'accès et le partage des avantages dans l'utilisation de ces ressources-là. Alors c'est un cadre avec un système une obligation de déclarer effectivement quand on fait des prélèvements et puis après des compensations qui sont prévues
2% du budget de recherche s'il y a une application commerciale, 10%, c'est ça, du montant des ventes des produits tirés de cette ressource. Comment ça s'est passé pour vous, l'application de ce cadre-là? Nous, on essaye d'être, d'un point de vue juridique, le plus carré possible. C'est-à-dire qu'on a fait nos demandes officielles à la province pour faire les prélèvements, donc les prélèvements ont été faits. On a aussi isolé ces souches-là, qui sont dans notre collection, comme vous avez pu le voir. Maintenant, en ce qui concerne le cadre juridique, et notamment les compensations financières, ça reste encore à l'heure actuelle un point qu'on a du mal à aborder, tout simplement parce que je ne pense pas que ça a été déjà fait avant. Valoriser la richesse naturelle, d'un point de vue local, j'entends. À ma connaissance, ça n'a pas encore été réalisé. Donc quelque part, de ce point de vue-là, on essuie un peu les plâtres avec les responsables. Parce que vous, finalement, vous êtes une start-up, vous n'êtes pas encore une entreprise, donc vous n'avez pas encore eu aujourd'hui... Non, on n'a pas encore vendu de molécules. Mais très clairement, c'est quelque chose que l'on doit faire. Et donc, j'invite les responsables à répondre à notre demande assez rapidement sur cette thématique-là, parce que très clairement, nous, en tant que jeune entreprise calédonienne, on veut rester ici pour valoriser nos trouvailles, mais on peut juste pas s'aligner si on a déjà des contraintes, des obligations de donner encore plus d'argent. C'est très tendu. Si encore c'était appliqué pour des grosses entreprises qui veulent valoriser ça à l'étranger, je le conçois tout à fait. Maintenant, pour une valorisation locale, c'est compliqué. Être taxé alors qu'on produit localement, c'est contradictoire. Alors on va devoir arrêter parce que c'est la fin de cette émission. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir partagé de votre expérience, d'avoir répondu à toutes nos questions. C'était un plaisir. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Au cœur des sciences.